On va continuer avec la lancée des présentations des nouveaux membres du CEF. Alexandre, qui est maintenant membre associé, qui est un diplômé de notre belle université avec une belle formation en communication pour commencer. Fait que je suis sûr qu'il va avoir une excellente présentation. Les attentes sont... Puis formé ensuite en environnement, aménagement environnement forestier, puis en génie du bois, sciences du bois, puis fait un doc également ici en sciences forestières. Exactement. Puis je t'invite maintenant à présenter. Bonne chance! Ça devrait être correct, les gars. C'était des fils, je crois, qui étaient un peu lousses en arrière. Oui, merci beaucoup, Marc. Une fois que c'est parti, d'habitude, ça fonctionne. On devrait se rendre jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci aussi au CEF pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu un peu de mes travaux de recherche, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, puis surtout où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, je vais commencer, avant de me lancer vraiment dans la présentation d'aujourd'hui, je vais tenter de la situer un petit peu dans l'ensemble de mon programme de recherche pour que ce soit un petit peu cohérent, là, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. L'essentiel de mon programme de recherche consiste vraiment à tenter de caractériser les territoires forestiers, essayer d'étudier leur évolution dans le temps, comprendre les facteurs qui provoquent cette évolution-là dans le temps, à l'aide principalement des technologies de télédétection. Évidemment, on ne renonce pas aux bonnes vieilles méthodes d'inventaire sur le terrain, y compris la dendrochronologie, mais ce qui relie un peu mon programme de recherche, c'est vraiment l'utilisation des technologies de télédétection pour essayer d'apporter des réponses à une échelle différente, si on veut, autant spatiale que temporelle. Un premier volet de mon programme de recherche est plutôt statique, c'est-à-dire qu'on vise à faire la caractérisation de la forêt et des territoires forestiers en général, mais à un point fixe dans le temps. Alors, on est ici plutôt dans le domaine de l'inventaire forestier, où on cherche à réaliser la cartographie écoforestière de manière automatisée, déterminer les attributs forestiers à l'aide d'inventaires améliorés par les données LIDAR, entre autres, et aussi comment on peut être capable de décrire finalement l'arbre à partir de mesures qu'on prend, c'est à l'échelle d'un individu, mais à partir de technologies peut-être différentes de celles auxquelles on est habitué. Dans le dernier siècle même, si on veut. Le deuxième volet du programme de recherche est plutôt dynamique. Alors là, on ne cherche pas à caractériser à un point dans le temps, mais à comprendre l'évolution, et on est plutôt dans le volet de croissance, de rendement des écosystèmes forestiers. Alors autant les trajectoires de croissance, donc de colonisation de la végétation après une perturbation, que vraiment mesurer la croissance, la productivité des forêts et la réaction de croissance à des perturbations, autant anthropiques, donc de la récolte forestière, que des perturbations plus naturelles, des stress climatiques, entre autres. Aujourd'hui, c'est vraiment dans ce volet-là qu'on se dirige. Je vais vous présenter des exemples de projets qui sont vraiment plutôt liés à l'évaluation de la croissance forestière, puis de son évolution dans le temps. Puis aussi, on va toucher un peu au lien entre la croissance forestière et la structure des peuplements forestiers. Toutes sortes d'études dans les dernières années à une échelle vraiment vaste, vraiment large, qui nous permettent de constater des changements dans les forêts boréales. Ici, c'est une étude qui a utilisé l'imagerie satellitaire pour vérifier si la forêt est en train de verdir ou de brunir dans les dernières décennies. Et là, ici, donc, c'est toute la région boréale, autant donc tout le tour de la Terre, autant en Amérique du Nord qu'en Europe, en Russie. Et ce qu'on observe, bien évidemment, c'est des différences dans les tendances. Il y a certains secteurs de la forêt qui semblent pousser plus vite ou être plus productifs peut-être qu'à l'origine, alors que pour d'autres, ça semble être la situation inverse. Est-ce que c'est du dépérissement? Est-ce que c'est des perturbations? Bien là, la question reste entière, en tout cas à cette échelle-là, mais ça nous permet d'avoir un portrait vraiment global un peu de l'impact qu'on est capable de constater, vraiment de visualiser sur l'état de nos forêts. À une toute autre échelle, bien, pas une toute autre échelle, mais à une échelle un peu plus rapprochée, je repose ici sur une publication de notre nouveau collègue Loïc d'Orangeville à la faculté. Ici, en fait, on a utilisé plutôt les données de cernes de croissance des arbres pour évaluer quels sont les facteurs qui influencent cette croissance-là et comment des changements dans ces facteurs principaux-là, ici on a l'exemple des précipitations puis de la température, allaient possiblement influencer la croissance, les trajectoires de croissance de ces espèces-là dans les prochaines années. Alors, ça nous permet de voir des patrons évidents, spatiaux, qui varient selon les essences, qui varient selon les espèces, puis qui peuvent certainement nous aider à prendre des meilleures décisions d'aménagement, des meilleures décisions sur l'avenir de la forêt, puis surtout de mieux prédire
autant son rendement en termes de matières ligneuses, mais aussi en termes de séquestration de carbone, par exemple, et de tout autre service écosystémique là, que les forêts peuvent nous apporter. Là où je me situe, moi, c'est à une autre échelle, un peu plus fine encore, celle du paysage. Alors, je vous ai mis ici une belle animation de la vallée de la Jacques-Cartier, parce que je trouve que c'est un exemple assez excellent de la diversité qu'on peut rencontrer dans les conditions forestières à l'échelle, par exemple, d'une unité d'aménagement ou d'une propriété forestière. Nécessairement, il va y avoir des différences entre les peuplements, leur croissance, leur composition en espèces, tout dépendamment d'où ils vont se trouver sur le territoire. Alors, par exemple, un peuplement qui est situé en bas de pente va avoir probablement une composition, une vitesse de croissance qui va être différente de celle d'un peuplement qui est situé sur un plateau avec une exposition différente, évidemment, à la lumière, mais aussi un sol possiblement différent, plus mince, etc., etc. Vous comprenez? Et bien, cette croissance-là, cette diversité dans les conditions de croissance, bien, elle est pas infinie, mais c'est un gradient finalement qui couvre le territoire et puis il y a une multitude de facteurs qui expliquent cette croissance des arbres-là. J'ai emprunté un autre schéma que je trouvais très beau ici, qui est plutôt consacré à la diversité de structure des forêts, mais je trouve que ça explique en même temps très bien les facteurs qui affectent la croissance des arbres et des forêts. Alors évidemment, c'est une interaction qui est assez complexe, c'est ce concept-là que je voulais démontrer principalement, évidemment entre le climat, entre le sol, la topographie, puis tout ça va avoir une influence nécessairement sur les espèces qui vont être présentes. Et ces espèces-là vont avoir une influence sur aussi la structure forestière, tout ça façonné par des perturbations qui peuvent être d'origine humaine ou pas. Et tout ça, en fait, va influencer au final la structure du peuplement qui elle-même peut avoir une influence sur la croissance et sur la réaction à des stress climatiques et à d'autres perturbations. Là, ce à quoi s'intéresse mon programme de recherche, finalement, c'est d'évaluer lesquels de ces facteurs-là qui influencent la croissance peuvent être mesurés avec les technologies de télédétection. Un autre schéma ici pour vous expliquer un peu la logique, c'est les fameux modèles 3PG, donc basés sur les processus, dans lesquels on tente de fournir à un modèle le maximum de variables possibles sur des facteurs connus qui peuvent physiologiquement affecter la croissance. Alors évidemment, l'approche que je propose est différente et semblable en même temps, dans un sens qu'on veut évaluer quelles variables à l'échelle du site, quelles variables à l'échelle du peuplement, quelles variables à l'échelle de l'environnement est-ce qu'on est capable de mesurer ou de prédire en utilisant la télédétection pour ensuite tenter de mieux prédire la croissance qu'on observe réellement en forêt puis qu'on mesure par des inventaires forestiers ou par la dendrochronologie, par exemple. Pour le reste de la présentation, bien, on va cheminer tranquillement de projets qui ont déjà été complétés vers des projets qui sont en cours présentement. Et je vais parcourir là, le gradient d'échelle que vous voyez au bas de l'écran ici, c'est-à-dire qu'on va aller aussi finement que les cernes de croissance annuelle des arbres, puis on va se rendre à des projections ou à des projets qui s'intéressent vraiment à l'échelle nationale ou même on pourrait dire continentale. Et on va naviguer au travers de toutes sortes d'instruments de mesure, d'instruments des forestiers et des professionnels d'environnement qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour caractériser ces écosystèmes-là à toutes ces échelles qui sont différentes. Tout d'abord, dans les projets complétés, c'est essentiellement ce que j'ai fait dans le cadre de mon passage à Silva 21, initiative de recherche pan-canadienne dans laquelle j'ai fait mon doctorat. On s'est tout d'abord intéressé à cartographier la croissance nette à l'échelle d'une unité d'aménagement en utilisant des données d'inventaire forestier, donc de mesurage répété, et des données d'imagerie satellitaire. Alors, on a combiné ces deux sources de données-là, qui sont à des échelles assez différentes, pour tenter d'obtenir un portrait continu dans le temps de la croissance forestière d'une unité d'aménagement en Ontario. Ensuite, on est allé à l'échelle, si on veut, d'un événement climatique précis. Est-ce qu'on est capable de mesurer la réaction de croissance à un stress climatique? Et pour ce faire, on a toujours utilisé le même concept, donc utiliser des mesurages répétés de placettes échantillons permanentes combinés à de l'imagerie satellitaire, mais on augmente progressivement la complexité puis les sources de données qu'on utilise pour tenter de prédire cette croissance-là, en introduisant notamment les données LIDAR qui nous permettent d'avoir une information topographique détaillée, une information sur la structure des peuplements aussi. On a fait cet exercice-là aussi à l'échelle des cernes de croissance, donc en mesurant la croissance non pas par des réseaux de placettes échantillons permanentes, mais plutôt par les cernes de croissance qu'on est allé finalement collecter sur le terrain dans certains peuplements qui ont subi ce stress climatique-là. Ensuite, on arrive du côté des projets en cours. Est-ce qu'on est capable de détecter et cartographier les chutes de croissance en forêt boréale
mais à l'échelle de la forêt boréale canadienne. Donc, d'un océan à l'autre, est-ce qu'on est capable, pour les peuplements, principalement les peuplements d'épinettes noires, je vais vous donner un peu de détails sur le projet plus tard, est-ce qu'on est capable de relier finalement des informations qu'on mesure dans les centres de croissance au portrait global finalement obtenu par l'imagerie satellitaire. Et finalement, on retombe à une échelle plus fine, on conserve la croissance mesurée par des centres de croissance, donc dendrochronologie, mais on est plus à l'échelle du peuplement forestier, à l'échelle de la sylviculture, et on utilise les données LIDAR, mais cette fois-ci collectées par drone, pour tenter de prédire la croissance et la réaction de croissance à l'échelle d'un seul arbre. Évidemment, ce sont des projets en cours, donc je vais vous présenter un peu plus l'idée derrière ces projets-là. Donc, premier volet dont je parlais, croissance nette à l'échelle d'une unité d'aménagement à partir de données de placettes échantillons permanentes. Pour ce projet-là, on était en Ontario, donc juste à l'ouest de la région de l'Abitibi, autour de la forêt Roméo-Mallette, proche de Timmins. Et on a sélectionné 180 placettes échantillons dans le réseau des placettes provinciales de l'Ontario. C'était des peuplements résineux, donc où les feuillus ne représentaient vraiment qu'une toute petite proportion. Et ce qu'on s'est attelé à faire, premièrement, c'est calculer la croissance nette, donc en déduisant la mortalité, mais en comptant le recrutement, de ces placettes-là qui avaient au minimum deux mesurages dans le temps. Ensuite, une fois que cette croissance-là a été calculée, on a tenté de la mettre en relation avec des séries temporelles d'imagerie satellitaire du programme Landsat. Le programme Landsat, on a des images qui retournent jusqu'en 1972, plus facilement utilisables à partir de 84-85 avec le lancement de Landsat 5. Et on a généré des composites annuels au-dessus de chacune de nos placettes échantillons qui couvraient finalement l'intervalle entre le mesurage. Donc, si notre placette avait été mesurée en 2000 et en 2010, on avait 10 ans au moins de mesures d'imagerie satellitaire, à partir desquelles on calculait des statistiques sur ces séries temporelles-là. Donc, on n'est pas allé seulement de caractériser de façon fixe dans le temps à chacun des points de quoi la forêt avait l'air par nos imageries satellitaires, mais vraiment essayer de mesurer une évolution dans le temps, comment les propriétés de réflectance spectrale de la canopée ont évolué dans le temps, ce qui pourrait nous indiquer de la croissance, le développement d'un peuplement, de la mortalité, etc., etc. C'était des peuplements, par contre, qui n'avaient pas été perturbés de façon majeure. Alors, c'était des peuplements qui étaient plutôt dans un développement normal et qui n'étaient pas dans un stade de mortalité ou qui n'étaient pas non plus l'objet de perturbation, que ce soit de la récolte ou épidémie d'insectes, etc., etc. Ça nous a permis de produire un modèle, finalement, qui estimait la croissance annuelle en surface terrière sur la totalité des peuplements de la composition, finalement, qui était similaire à celle de notre réseau de placettes échantillons permanentes. Donc, des peuplements résineux avec une très faible composante feuillue. Puis de voir des différences dans l'espace, dans la répartition des vitesses de croissance, mais aussi des différences dans le temps. Alors, on a généré les prédictions de croissance sur différentes fenêtres temporelles, donc des fenêtres mobiles, pour voir si on était capable de détecter des changements un peu dans la vitesse de croissance à l'échelle de notre unité d'aménagement qui faisait à peu près 600 000 hectares quand même. C'est une superficie assez considérable. Et regarder un peu c'est quoi la distribution finalement des vitesses de croissance qu'on constate à l'échelle de cette unité d'aménagement-là. La deuxième question, ou troisième question qui était très intéressante de se poser, était de savoir si ces prédictions de croissance-là, si la vitesse de croissance variait en fonction de la structure forestière. Donc, est-ce qu'il y a un lien, finalement, entre des peuplements de différentes structures, puis leur croissance, puis est-ce qu'on est capable, avec un modèle comme ça, qui est quand même un modèle à large échelle, vous avez vu qu'il y a une performance correcte, mais est-ce qu'on est capable, finalement, de voir ces différences qui peuvent être assez subtiles entre les patrons de croissance de différents types de peuplements? Ce qu'on a fait, on a utilisé un algorithme de regroupement K-means. Donc, si on veut, on s'est basé sur les attributs structuraux des peuplements, la densité, le couvert forestier, la hauteur, les espèces, pour créer 8 catégories, 8 strates forestières à l'échelle de notre forêt. Évidemment, on aurait pu en créer probablement beaucoup plus que ça pour être représentatif de la vraie diversité, mais bon, 8, ça permettait d'avoir quelque chose de quand même intelligible pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous les montre ici, donc ce sont des types de peuplements qui sont parfois dominés par le pin gris, avec une faible densité, mais des forts diamètres, etc. Ou, comme celui juste au-dessus, des peuplements plutôt d'épinettes noires, avec une très faible fermeture du couvert sur des sites plus humides, forêts probablement moins productives. Alors, on est allé générer pour chacun de ces groupes ces peuplements typiques-là, si on veut, on est allé générer des prédictions de croissance
Donc, par exemple, notre peuplement d'épinettes noires, qui a des diamètres assez faibles, une fermeture de couvert assez faible, une densité assez faible, avait une croissance qui était aussi assez faible. C'est des peuplements qui étaient typiquement sur des stations plus humides, donc des peuplements un peu moins productifs. On a comparé avec les prédictions de croissance sur la période 1984-2021 avec des peuplements aussi dominés par l'épinette noire, mais plus productifs. Donc, des peuplements quand même assez jeunes, vu leur hauteur et leur diamètre limité, mais dont la fermeture du couvert était quand même assez importante et la densité était importante aussi. Et finalement, ces peuplements-là, bien évidemment, ils poussaient plus vite que nos peuplements improductifs, mais ils poussaient moins vite que nos peuplements de pin gris, des peuplements de pin gris de structure équienne apparus après feu, probablement, qui, eux, ont une densité très élevée, une fermeture du couvert très élevée, hauteur et diamètre quand même comparativement plus élevés. Et on voit vraiment l'effet de la jeunesse. Là, il y a plusieurs de ces peuplements-là qui provenaient de feux de forêt qui étaient survenus peu de temps avant le début de notre période d'analyse, donc croissance très rapide au début qui tend à se stabiliser par la suite. Donc, c'est juste pour vous donner finalement un exemple du genre de portrait qu'on peut avoir des liens entre croissance et structure. On reste encore à une échelle qui n'est peut-être pas complètement appropriée pour l'élaboration de prescriptions sylvicoles ou de traitements, mais ça donne déjà des indices, des renseignements globaux sur les liens croissance-structure. Maintenant, on s'intéresse à la réaction de croissance à un événement climatique, à un stress climatique donné. En fait, une période climatique donnée dans le cas qui nous intéresse. On est au même endroit, forêt Roméo-Mallette, en Ontario. Cette fois-ci, par contre, on ne s'intéresse pas à la croissance en continu. On s'intéresse à une période précise en examinant les données climatiques pour ce secteur-là et en calculant un indice de sécheresse, le SPEI. On a réalisé que dans un passé assez récent, donc quelque part entre 2005 et 2011, il y a eu 3 des 4 années les plus sèches des 70 dernières années. Alors, il s'est vraiment passé quelque chose dans cette décennie-là à Roméo-Mallette. Et pour tenter d'évaluer si on était capable de percevoir cet événement-là à l'aide de notre modèle de croissance qu'on avait développé avec les données Landsat, on s'est inspiré d'indices de résilience, de résistance et de reprise, si on veut, qui ont été développés à la base pour la dendrochronologie. Donc, c'est une extension de cet usage-là. Ce n'est pas pour ça que ça a été conçu à la base, mais ça nous permet vraiment de calculer comment la croissance pendant la période de stress se compare à la croissance avant, comment finalement il y a une reprise de croissance à la suite du retrait du stress et comment se compare la croissance après versus la croissance avant. Normalement, on calcule ces indices-là à l'échelle d'un événement, à l'échelle d'une année. Dans notre cas, on a vu que c'était une période et de toute façon, on génère des prédictions à partir de séries temporelles Landsat. C'est assez difficile d'estimer une croissance pour une année précise. On va l'estimer en général pour une période minimale de 5 à 10 ans pour avoir plusieurs observations finalement dans notre série temporelle Landsat, éviter que cette série temporelle-là soit contaminée par du bruit, des interférences atmosphériques, etc., etc. Alors, on a généré des prédictions de changement de croissance. Alors, on a calculé ces indices-là en comparant la croissance pendant la période plus sèche à la croissance avant, à gauche complètement. Au centre, la croissance après la période sèche, donc de 2012 à, je peux vous remettre les années ici, donc de 2012 à 2021, en comparaison avec la croissance pendant la période plus sèche, 2002-2011. Et finalement, la croissance après la période plus sèche, donc les 10 dernières années versus 10 ans avant la période plus sèche. Une fois de plus, on veut voir si on est capable de repérer des différences. On a toutes ces informations-là à l'échelle de la forêt, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie en termes de peuplement, de leur structure, de leur composition, puis de changement de croissance? On a encore regroupé finalement nos peuplements sur lesquels on a appliqué le modèle avec un algorithme K-means, mais cette fois-ci, on l'a appliqué sur les 3 composants, donc résistance, résilience, reprise, pour voir est-ce que les peuplements qui ont une réaction semblable se ressemblent aussi du point de vue de la structure et de la composition. Et c'est ça que vous avez ici, c'est ces 5 peuplements types, 5 réactions de croissance type qu'on a mesurées, qu'on a constatées à l'échelle de la forêt. Encore une fois, on aurait pu en calculer probablement 50 différentes, fait qu'il y a une certaine distribution dans les réactions, mais ça permet quand même de faire des contrastes assez intéressant. Je vous en présente 3 pour ne pas les détailler tous un à un parce que ça sera un petit peu trop long. Mais on peut s'intéresser au premier, le groupe de peuplement 5.
Alors, c'est un groupe de peuplement qui, pendant comme tel la période sèche, donc de 2002 à 2011, n'a pas vraiment eu de changement de croissance comparativement aux 10 années précédentes. Par contre, il semble y avoir eu un effet peut-être décalé de ces années sèches-là, et dans les 10 années suivantes, leur croissance s'est vraiment effondrée, donc la croissance était beaucoup plus faible après, donc dans les 10 ans suivants, les périodes de sécheresse, que pendant ces périodes de sécheresse-là en elles-mêmes. Et finalement, cette croissance-là n'a pas reprise par la suite. Le déclin s'est maintenu, si on veut, si bien que la résilience n'était pas au rendez-vous, si vous me permettez l'utilisation du terme. La croissance était demeurée beaucoup plus faible à la suite de la sécheresse que les 10 ans avant la période de sécheresse. Permettez de décrire un peu le peuplement. C'était nos peuplements les plus productifs, donc ceux qui avaient la biomasse aérienne la plus élevée, vous m'excuserez l'anglais, qui était dominée soit par l'épinette noire ou le pin gris. Donc, il y avait présence des deux essences, et c'était vraiment les peuplements qui avaient la densité de tiges à l'hectare la plus élevée. Notre groupe de peuplement 3, maintenant, lui, c'est intéressant. Pendant la période sèche, la croissance a vraiment augmenté de façon assez marquée, mais dans la période de 10 ans suivant la période de sécheresse, s'est remis à diminuer pour au final avoir une espèce de variété dans les réactions de croissance là, à l'échelle de ce groupe de peuplements-là. Ces peuplements-là étaient des peuplements majoritairement d'épinettes noires, ceux qui avaient la biomasse aérienne la plus faible et aussi ceux qui étaient situés sur les sites les plus humides. Donc, c'est une hypothèse, il va falloir évidemment vérifier ça, mais est-ce qu'il se pourrait que des peuplements d'épinettes noires sur des sites où la croissance est peut-être limitée par un excès d'eau, aient bénéficié de la période de sécheresse pour augmenter leur croissance? C'est une hypothèse, mais évidemment, il faudrait la vérifier avec des données à plus fine échelle sur le sujet. Et finalement, notre groupe de peuplement numéro 2, peuplement où la proportion de pin gris était la plus élevée, où les sites étaient les moins humides. Et ces peuplements-là ont eu une petite réduction de croissance pendant la période la plus sèche, mais par la suite, dans les 10 ans suivant cette période-là, auraient augmenté leur croissance pour qu'au final, la croissance dans les 10 ans suivant la période sèche soit à peu près équivalente à la croissance dans les 10 ans précédant la période sèche. Alors, il semble que l'application du modèle à un événement précis ou à une période précise nous permette quand même de voir des différences entre les peuplements, entre leur structure puis la composition sur leur réaction de croissance. Évidemment, c'est une première preuve de concept, une première tentative. Ce qui serait intéressant de faire dans ce cas-là, c'est vraiment d'aller cibler des peuplements dans ces différentes catégories-là et peut-être d'aller faire un échantillonnage supplémentaire, un échantillonnage, par exemple, dendrochronologique ou de repérer des placettes échantillons permanentes qui se situent dans ces peuplements-là pour voir est-ce que les réactions de croissance qu'on voit ici se confirment réellement dans les données de mesure terrain, donc une validation vraiment indépendante. Mais c'est une approche qu'on va poursuivre finalement, dont on va poursuivre l'exploration pour voir si ça pourrait être utile à d'autres contextes, d'autres événements climatiques. On reste dans l'étude d'un stress. On utilise le même stress encore, la même période de sécheresse, mais on combine aussi un autre site d'étude au lac Saint-Jean, qui, celui-ci, en plus de subir une période de sécheresse pendant la même période, a aussi subi de la défoliation par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et cette fois-ci, plutôt que d'utiliser le modèle basé sur l'ANSAT et les données de placettes échantillons permanentes, on utilise un échantillonnage dendrochronologique. Donc, on s'est rendu en forêt et on a visité 52 placettes échantillons, en fait, qu'on a implantées sur le terrain, dans lesquelles on a prélevé environ 30 carottes par placette. C'était des peuplements presque exclusivement composés d'épinettes noires, un peu de pin gris aussi, des peuplements de structure équienne qui originaient tous de feux de forêt. On l'a confirmé par la présence de charbon en dessous de la couche de matière organique. Et de différentes surfaces terrières, on va de 24 à 50 mètres carrés à l'hectare. Donc, une diversité de structures, mais une composition, une origine et un âge assez similaires. En faisant nos premières analyses, vous avez ici les deux graphiques, les deux séries temporelles de croissance en surface terrière pour le site du lac Saint-Jean en vert, le site de l'Ontario en beige sable, disons. Et on constate que, ici, c'est notre période où les sécheresses sont survenues, entre 2000 et 2011, et on constate que ça, c'est les séries moyennes de toutes les placettes, de toutes les carottes à l'échelle de chacun des sites. Donc, il semble y avoir eu vraiment un déclin, une chute généralisée de la croissance en surface terrière dans ces deux sites-là, à partir à peu près de l'année 2011-2012. Évidemment, ce ne sont pas
tous les arbres, ce ne sont pas toutes les placettes qui ont subi une chute de croissance aussi importante que ça. Pour certains peuplements, la chute de croissance était très mineure, alors que pour d'autres, on parlait de plus de 50% de réduction de croissance annuelle moyenne en surface terrière, ce qui est quand même majeur pour un peuplement de ce type-là. Donc oui, c'est ça. C'est vraiment la période ici qu'on regarde, c'est vraiment la période de reprise de croissance, donc après la période après les années de sécheresse versus pendant les années de sécheresse elles-mêmes. Ce qu'on a cherché ici à prédire, c'est la probabilité. La probabilité qu'un de ces sites-là ait subi une chute de croissance majeure, une chute de croissance sévère, en fonction de différentes variables. On conserve toujours nos séries temporelles Landsat, mais on ajoute à ça des variables topographiques tirées des données LIDAR. Alors, les données LIDAR nous donnaient vraiment un modèle numérique de terrain ultra détaillé qui nous a permis d'estimer la topographie, finalement, l'humidité des sites, etc. Et, évidemment, les attributs dendrométriques des placettes elles-mêmes, on les a mesurés sur le terrain. On avait même des carottes qui nous ont permis de remonter dans le temps et d'estimer, finalement, quelle était la structure de ces peuplements-là en 2010, au moment du début, finalement, des années de sécheresse, ou au moment, finalement, pivot entre nos deux périodes qu'on mesure. Alors, comme on avait plus de 30 carottes par site, on a pu remonter dans le temps puis estimer la surface terrière, finalement, du peuplement en 2010, la densité, etc., etc. Régression logistique ici, sélection de modèles pour identifier les variables les plus importantes. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il semble que les peuplements dont la surface terrière est la plus faible et qui sont situés dans les sites les plus humides, donc les deux premiers graphiques, soient ceux où la probabilité de subir une chute de croissance était la plus élevée. Et finalement, là, on a un indicateur ici de nos séries temporelles d'imagerie satellitaire qui nous dit que plus finalement la pente de cette valeur-là est négative, plus il y a une chute de croissance probable qui est survenue. Alors, ça nous a permis finalement, c'est assez intéressant parce que si on se reporte à ce qu'on avait ici, alors ce qu'on est en train de mesurer, c'est sensiblement ce groupe-là, donc les peuplements d'épinettes noires avec biomasse faible, sites les plus humides, qui semblent avoir eu une chute de croissance un peu plus prononcée dans la période de reprise, là, en fait, si on veut, donc dans les 10 ans suivant la période sèche, par rapport à d'autres peuplements, par exemple. Et là, c'est ça, finalement, la beauté des données de télédétection, c'est qu'on peut ensuite tenter d'appliquer ce modèle-là à l'échelle de notre unité d'aménagement. Évidemment, vous voyez qu'on ne l'a pas projeté sur l'ensemble de l'unité d'aménagement, on s'est concentré sur les secteurs où la forêt était similaire à celle qu'on a échantillonnée. Donc, des peuplements d'épinettes noires matures, de structure la plus équilibrée possible. Alors, grâce aux données LIDAR, on a pu sélectionner seulement certaines régions de notre aire d'étude pour appliquer le modèle et prédire finalement une probabilité de chute de croissance à l'échelle du territoire. Ici, les statistiques de précision du modèle, je voulais en parler tout simplement parce que ce qu'on essaie de faire dans ce genre de situation-là, c'est de considérer la présence de corrélation spatiale dans le jeu de données. Nécessairement, des sites échantillonnés à proximité ont une forte chance d'avoir subi finalement ou d'avoir une réaction semblable à un événement. Donc, dans ce temps-là, on utilise souvent une validation par blocs spatiaux où on s'assure justement d'avoir des échantillons assez indépendants qui sont loin géographiquement, sur lesquels on teste la précision du modèle. Et comme vous voyez, ça fait baisser un petit peu la précision du modèle quand on utilise une validation qui est par blocs spatiaux, plutôt que simplement appliquer le modèle sur l'ensemble du jeu de données. On passe maintenant, pour les peut-être 10 dernières minutes, à des projets en cours, des projets à venir, des projets qui sont commencés, à commencer par celui-ci. Croissance à l'échelle de la forêt boréale canadienne. Alors, l'idée, c'est d'être capable de détecter des changements abrupts dans la croissance, mais à l'échelle des forêts boréales du Canada. On sait que la biomasse fluctue dans les forêts canadiennes. On sait que les perturbations sont très importantes pour le changement de la biomasse totale et la croissance nette des forêts. On estime qu'entre 1984 et 2016, presque 4 pétagrammes de carbone qui sont disparus des forêts en raison des feux, de la récolte, des routes, etc., etc. Mais ce sur quoi
j'aime mieux me concentrer, c'est la croissance finalement de la forêt qui n'a pas été perturbée, qui représente elle aussi presque 4 pétagrammes de carbone additionnels dans la période qu'on a ici de 84 à 2016. Alors, c'est sur ce volet-là, finalement, qu'on veut tenter de jouer, puis essayer d'être capable de déterminer si ces forêts-là sont à risque. On a vu plusieurs articles, plusieurs études qui tendent à montrer qu'il pourrait y avoir un déclin de l'épinette noire à cause du réchauffement du climat, d'autres essences aussi qui pourraient être vulnérables. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on serait capable de mettre en place un système d'alerte ou un système qui nous permettrait à tout le moins d'avoir une idée de détecter ces potentielles chutes de croissance-là. Donc, pour ce faire, on utilise les données de la base de données CFS Trend mise en place par le Service canadien des forêts. Alors, c'est des sites d'échantillonnage qui sont répartis partout au Canada. Donc, dans la première phase du projet, on se concentre sur un nombre assez limité de sites qui sont dominés par l'épinette noire, le pin gris, encore une fois, et qui ont une croissance assez variable, une croissance moyenne assez variable, tout dépendamment de l'endroit où ils se trouvent. Et ce qu'on fait pour ces peuplements-là, c'est qu'à l'échelle de chacun des sites d'échantillonnage, on produit des séries finalement de croissance moyenne. Donc, on calcule encore une fois la croissance en surface terrière, puis on tente de repérer les moments où il y a eu une chute de croissance. Fait que pour ce faire, on utilise le pourcentage de changement de croissance dans des fenêtres mobiles finalement qui sont successives de 5 ans, et on calcule en continu quel est le changement entre la première et la deuxième fenêtre, jusqu'au moment où on trouve finalement la chute de croissance la plus importante. Et c'est cette chute de croissance-là qu'on va tenter de prédire, comme un peu dans le cas du projet que je vous ai montré un peu plus tôt. Et on va utiliser finalement ces données-là comme variables finalement indépendantes, comme variables dépendantes, pardon. Et on va tenter de voir si on est capable de détecter puis de mesurer ces chutes de croissance-là à l'échelle du territoire en utilisant non seulement des indices spectraux de l'ANSAT cette fois-ci, mais aussi des données climatiques qu'on peut générer sous forme de couches matricielles sur l'ensemble du territoire et de données sur la structure des forêts. Ici, je n'ai pas mis de données LIDAR parce qu'évidemment, on n'a pas de données LIDAR qui couvrent l'ensemble de la forêt boréale canadienne, mais des collègues justement au Service canadien des forêts sont parvenus à développer un modèle finalement qui prédit certains attributs de la structure des forêts, comme la fermeture du couvert, la hauteur, la biomasse, à partir de données Landsat. On est donc capable d'avoir une estimation des attributs de la structure des forêts de manière continue dans l'espace et dans le temps, de 1985 à aujourd'hui environ. Alors, c'est ces variables-là aussi qu'on va tester dans nos modèles, en plus évidemment de variables liées à la topographie, à partir de modèles d'élévation qui sont disponibles à l'échelle nationale. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment est-ce qu'on est capable de relier cette information-là dans des sites qui proviennent de cernes de croissance à des informations qu'on a disponibles à l'échelle des forêts du pays, puis qui nous permettraient de faire une cartographie peut-être de la probabilité ou des sites qui sont les plus vulnérables, que ce soit à un événement climatique ou à tout autre type de perturbation. Pour terminer, on va à l'échelle la plus fine, donc on vient de passer de l'échelle la plus large à l'échelle la plus fine, la croissance à l'échelle de l'arbre. Est-ce que c'est un projet que j'ai commencé, mais qui est à l'état embryonnaire encore pour l'instant? Est-ce qu'on serait capable de mesurer l'effet des traitements sylvicoles et de stress climatique à l'échelle et de prédire, surtout à l'échelle d'un seul arbre? Je le dis depuis le début, on sait que la croissance d'un arbre est influencée par une multitude de facteurs, sa position topographique, la compétition autour, son exposition aux ressources, la disponibilité des ressources. Et encore une fois, la question est comment on peut utiliser les outils de télédétection, dont le LIDAR par drone, pour caractériser ces facteurs-là de façon la plus fine possible. Je ramène le même schéma ici, donc l'accès à la lumière, la compétition, les caractéristiques du houppier, de l'appareil photosynthétique des arbres, topographie, etc., etc. Donc, pour ce faire, ici, c'est un site à la forêt Montmorency dans lequel on a certaines placettes échantillons permanentes. C'est une vue de haut du nuage de points LIDAR qu'on a collecté par drone. Alors, le bleu mauve, c'est le sol, et plus on tire vers le vert, puis le jaune, plus on est en hauteur, c'est le houppier des arbres. Alors, la première chose qu'on peut faire, finalement, c'est se concentrer sur un arbre individuel et regarder quelles caractéristiques on est capable de mesurer. Donc, avec les densités de points qu'on a dans ce genre de jeu de données-là, on est capable d'extraire finalement le nuage de points de chacun des arbres individuellement et étudier évidemment sa hauteur.
mais aussi les dimensions de son houppier avec ce qu'on appelle des enveloppes convexes ou enveloppes concaves, tout dépendamment, qui nous permet de déterminer possiblement le volume de la cime, le volume du houppier de chacun des arbres présents dans notre peuplement. Alors, à partir de ces données-là, on sera en mesure d'estimer la capacité peut-être photosynthétique de cet arbre-là et, évidemment, en relation avec ses compétiteurs aussi. Alors, dans un rayon plus ou moins grand autour de notre arbre d'intérêt, est-ce qu'il y a d'autres arbres qui ont une dimension similaire? À quelle distance sont les arbres compétiteurs? Et on pourrait mesurer ces caractéristiques-là, donc les mêmes caractéristiques que pour notre arbre d'intérêt, mais pour ses compétiteurs, dans un rayon plus ou moins grand, finalement, autour de l'arbre qui nous intéresse. Finalement, la croissance, c'est de la photosynthèse. Donc, ici, vous avez le modèle de hauteur de canopée du même endroit sur lequel on a simulé le rayonnement solaire. Donc, on est capable de voir, finalement, quelles sont les couronnes, quels sont les houppiers qui ont le plus d'exposition au soleil et comment les compétiteurs, finalement, peuvent faire de l'ombre ou nuire à l'accès à la lumière de certains arbres. Alors, évidemment, les arbres qui vont être en sous-étage vont avoir une exposition au soleil qui va être de beaucoup inférieure, ce qui pourrait potentiellement expliquer des différences dans la vitesse de croissance de cet arbre-là par rapport à un autre dans le peuplement. Le but ultime de tout ça, comme je vous l'ai dit, ça serait de pouvoir, par exemple, simuler l'effet de traitement sylvicole. Alors, si on est capable de mesurer un suffisamment grand nombre, finalement, de facteurs qui influencent la croissance, est-ce qu'on serait capable de prédire cette croissance-là à l'échelle de l'arbre, en se validant, par exemple, avec des données de dendromètre ou des données dendrochronologiques, donc de cernes de croissance? Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, simuler un traitement sylvicole où on fait une coupe partielle, où on retire un arbre sur 3, un arbre sur 2, on recalcule nos variables, finalement, prédictives à l'échelle de chacun des arbres, et est-ce qu'on serait capable d'avoir une prédiction de la réaction de croissance de cet arbre-là au dégagement qu'il va subir? Évidemment, il y a tout un paquet de facteurs qu'on n'est pas en mesure de mesurer, les caractéristiques du sol comme tel, la variabilité génétique, l'effet de stress précédent, mais déjà, il semblerait qu'en fait, plusieurs études ont montré qu'on est capable de prédire raisonnablement bien la vitesse de croissance à partir des facteurs les plus facilement mesurables par la télédétection, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années. Donc, je m'arrête ici pour laisser de la place à la discussion. Ça fait un portrait un peu de gauche à droite et d'une fine échelle à large échelle de ce qu'on essaie de faire, finalement, avec les données de télédétection pour l'aspect de croissance et de rendement des forêts. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous dans les prochaines années. Merci Alexandre. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandre? Commencer. Ou des commentaires. Des commentaires? Oui. Oui, vas-y. Je ne sais pas s'il faut. Oui. Peut-être qu'on peut passer. Ouais. Merci. Je regardais tes résultats de sécheresse. C'est super intéressant, mais je me demandais, étant donné que durant les 10 années de sécheresse, la croissance n'a pas vraiment baissé, comment tu es sûr que c'est vraiment un stress? C'est une excellente question. Comme j'ai dit, c'est des hypothèses à ce stade-ci. Il faudrait évidemment... Là, on a utilisé un indice de sécheresse. On a fait un parallèle entre l'occurrence de ce stress-là et la chute de croissance. De là à dire qu'il y a vraiment une causalité, il faudrait justement faire probablement de la modélisation plus poussée sur nos données de cernes de croissance pour vraiment voir si c'est directement relié à ça. Donc, pour l'instant, c'est juste une hypothèse. Disons que cet article-là se concentrait plus sur la méthode. On a constaté une chute de croissance, on a été capable de la mesurer. Après ça, déterminer la cause, ça sortait un petit peu de l'objectif de ça. Mais ça serait intéressant à faire, évidemment. OK, merci. D'autres questions? Moi, je voudrais peut-être une en attendant que les gens pensent à une question. C'est quoi le workflow? Là, tu as présenté la dernière approche basée sur l'arbre. Oui. Ça génère plein de points. C'est quoi? Est-ce qu'il y a déjà une approche qui permet de passer du point à l'information que tu as besoin pour aller répondre à tes... Tu veux dire, mettons, l'ensemble des variables pour un seul arbre? Là? Écoute, il y a une variété d'approches, puis je ne suis pas encore rendu là nécessairement. La plupart du temps, évidemment, on va reposer sur des algorithmes d'apprentissage machine, le plus souvent, parce qu'on se retrouve avec des quantités phénoménales de données.
de façon habituelle, j'aime un peu mieux me concentrer sur des approches de régression parce que ça permet de comprendre un peu plus l'effet des variables, puis de ne pas juste tout mettre ensemble. Le problème, c'est que souvent, les caractéristiques de notre jeu de données ne permettent pas de respecter finalement les conditions d'utilisation de ce genre d'approche-là. C'est un bon défi méthodologique. J'apprivoise tranquillement toutes les approches pas seulement de random forest, mais de réseaux de neurones et d'intelligence artificielle. Je dirais que la clé va être dans la validation sur des jeux vraiment indépendants de données pour voir finalement la vraie précision de notre modèle. Puis ensuite, tenter d'expliquer ce qu'on mesure. Il va falloir probablement reposer un peu plus sur des approches traditionnelles, je dirais, là, pour vraiment ce volet-là de cause à effet. Là. OK. D'autres questions? Ben, par rapport justement à ça, c'est quoi un des défis principaux? C'est facile d'acquérir beaucoup d'informations. Oui. Pourquoi qu'on ne l'a pas fait avant? Y a-t-il quelque chose qui manque pour faire le pont et aller beaucoup plus loin avec ces approches? Je dirais que les défis étaient principalement d'ordre technique jusqu'à maintenant. Capacité de traitement. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est capable de générer sur demande puis de visualiser ces nuages de points-là, de segmenter des nuages de points extrêmement complexes pour arriver à l'échelle de l'arbre. Fait que ça, c'était un des défis principaux possiblement, que c'était les efforts et le temps que ça demandait pour arriver à obtenir ces points-là. Aujourd'hui, on les a vraiment facilement. C'est ça, je dirais que le défi repose un peu plus dans les approches d'analyse qu'on va utiliser et dans la validation. C'est très facile de surentraîner un modèle, c'est très facile... justement, toutes les notions dont je parlais tout à l'heure d'autocorrélation spatiale entre les résultats. Fait que ça prend une certaine rigueur qui est assez mal documentée. Pour rechercher moi-même qu'est-ce qu'on devrait faire dans tel cas, dans telle situation, tu vois des approches radicalement opposées, beaucoup de gens qui critiquent fortement l'approche utilisée par les autres, fait qu'on est un peu en train de construire l'avion en décollage. Là. Fait que, voilà. Oui. Il y a des questions en ligne. Ah oui, OK. Merci, Loïc. Claude Maude. Ah oui, attends un peu. Ah, oups, il n'y a pas le PowerPoint en ligne. Donc, est-ce qu'on serait capable de modéliser l'effet des traitements sylvicoles sur la régénération ou en considérant la régénération? C'est une excellente question. C'est plus difficile en général. On s'est concentré d'abord sur les forêts matures parce que, généralement, on a un couvert assez fermé. On se concentrait sur les peuplements qui n'ont pas de perturbation parce que sinon, en cas de perturbation, on a souvent l'apparition d'essences de lumière, d'essences pionnières qui ont une réflectance spectrale fortement différente de celle des résineux. Ça crée des artefacts dans les séries temporelles, puis souvent des prédictions de productivité qui sont surestimées. Mais oui, on est en train, j'ai un projet justement dans lequel on étudie la régénération des peuplements, en fait, puis la conversion de certaines forêts fermées en forêts ouvertes à lichen après feu. Et ce qu'on tente de voir, c'est est-ce qu'on est capable de regarder ces trajectoires spectrales-là. Alors là, ça repose vraiment sur l'utilisation d'une variété de longueurs d'onde. C'est sûr qu'un satellite comme Landsat, c'est limité, c'est un capteur multispectral, mais on n'a pas nécessairement les capacités avec un capteur hyperspectral de vraiment identifier chacune des espèces ultra précisément. Salut Nelson. Je ne sais pas pourquoi, tiens, on va... Voilà. Donc, oui, c'est ça. Alors, plus on a de bandes spectrales sur lesquelles on peut regarder, plus on est en mesure de déterminer quelle essence est là. Est-ce que ce qu'on mesure finalement, c'est la repousse du framboisier ou c'est vraiment la productivité en termes d'essence d'intérêt? Je dirais que pour la régénération, une des approches qui est plus intéressante peut-être est à beaucoup plus fine échelle, puis c'est avec la reconnaissance automatique d'images à basse altitude, donc des images à ultra haute résolution qui permettent d'identifier les objets, donc les plans en régénération en eux-mêmes, plutôt que de regarder vraiment la réflectance de la canopée à l'échelle d'un pixel Landsat qui, je vous le rappelle, fait 30 mètres par 30 mètres. Donc, pour des enjeux de régénération, c'est un peu plus difficile. Pour la conversion vers une forêt ouverte à lichen, là, il y a des propriétés de réflectance assez caractéristiques qu'on peut détecter. Mais disons que pour différencier les essences, la composition, c'est un autre défi qui n'est pas encore relevé. Deux questions, oui. Ouais, oui. Ouais, mais ton
ta modélisation de la canopée, là, ben, non pas de la canopée, mais de la structure d'un arbre, là, je trouve ça vraiment hallucinant. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà utilisé pour, disons, mettre en relation avec la croissance? Il y a déjà des publications là-dessus ou c'est quelque chose de tout nouveau? Ou, Ça, disons, Ouais. là, plutôt. Ça, ben oui, il y a des publications déjà. J'ai des collègues de UBC, dont Liam Irwin, qui travaillent sur ça comme... en fait, l'idée de la publication, c'était d'évaluer le potentiel d'une éclaircie commerciale dans un peuplement. Donc, il est parvenu à relier ces métriques-là, finalement, à la croissance moyenne des 5 dernières années d'un arbre et à calculer, quantifier la compétition de chaque arbre pour identifier les sites prioritaires dans le peuplement où il devrait avoir une éclaircie commerciale, où les arbres sont les plus opprimés puis poussent le moins vite. Mais on ce en est serait, au début. tu sais, l'expérience de sécheresse qu'on mène au nord du Nouveau-Brunswick, Oui, là, oui. on fait des différents traitements d'éclaircie, puis on a beaucoup d'appareillages qui suivent la croissance des arbres, puis on a des données lidar, puis multispectrales. Je me disais que ce serait vraiment génial de regarder ça, d'ajouter ça au projet. Ouais, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, à la forêt Montmorency aussi, dans le fameux bassin expérimental du ruisseau des eaux volées, la direction de la recherche forestière a un gros dispositif là-bas. Puis éventuellement, il est prévu avec Guillaume Drolet, Jean-Daniel Sylvain, d'utiliser des données de drones, donc encore à plus fine échelle, pour lier ça à leurs données de stations météo puis de microclimat. Le projet EVAPFOR, c'est ça? Oui. Donc oui, c'est assez nouveau, mais on est rendu capable de le faire. Donc, ça vaut la peine de l'utiliser, de l'essayer. C'est vraiment super. Merci. Une dernière question? Est-ce que c'est vraiment dépassé les données satellites? Là, tu parlais de l'ANSAT, tout ça, puis est-ce qu'on en a encore besoin? Oui, on en a encore besoin parce que c'est la couverture historique. Souvent, il faut... ce qui nous manque le plus dans les nouveaux équipements, les nouveaux satellites mis en ligne, c'est l'historique des données. Sentinelle, on commence à avoir depuis 2015-16, mais encore une fois, est-ce que cette année est une anomalie par rapport aux autres? C'est difficile de le dire quand on a seulement 10 points de données. Alors que l'ANSAT, on a un historique depuis 1985. On est capable de voir comment les peuplements ont évolué dans le temps. On serait même capable de voir, d'essayer de mesurer un peu plus le lien de cause à effet peut-être entre le climat et la croissance. Donc, je dirais que c'est encore l'avenir, surtout avec l'apparition de jeux harmonisés. Donc maintenant, les données Sentinelle et Landsat sont harmonisées dans un même produit qui permet d'avoir une image aux 2-3 jours. Donc ce que je dirais qui est un peu révolu, c'est les approches comme je vous ai présenté avec une seule image annuelle, un composite annuel. Maintenant, on produit plusieurs composites annuels, étudie aussi la phénologie, toutes ces choses-là. C'est plus vers ça qu'on se dirige. Merci beaucoup, Alexandre. Oui.